Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là. On va essayer de vous présenter notre temps à Jean de Zel. Vous allez le voir, on a appelé cette présentation Moment au pluriel. C'était aussi le titre de l'exposition qu'on a réalisée là-bas sur place. Parce que c'était une succession de moments. Un moment, des moments forts, des moments courts, des moments difficiles. Des moments surprenants. Peut-être on peut mettre des images, je vais vous faire une petite présentation et après je laisserai la parole aux trois post-diplômes. Donc dans les post-diplômes, il y a tout de suite à côté de moi, à ma droite, il y a Nicolas, après c'est Grégoriane et après c'est Élie. Voilà, on était plus nombreux au début et maintenant nous ne sommes plus que nous quatre. Voilà. Donc ça c'est, on pourrait dire, la photo officielle de notre arrivée à Jean de Zel. C'est flou, non? Donc voilà, on était arrivés après un voyage un peu long et un peu éprouvant. Et ça c'était, on était quand même bien accueillis. Avec voilà, un atelier que vous pouvez voir là, avec un petit tablier plié qui était sur chacune des tables, c'était chouette. On était bien logés, enfin voilà, c'était bien. Vas-y, Tommy. L'autre. Donc, reviens en arrière. Donc ça, c'était l'autre coin dans l'atelier. Au tout début, donc il n'y a effectivement rien, à part cette grande banderole que vous avez pu voir avant. Et évidemment, on est en Chine, donc notre atelier était filmé en permanence. Ça, tu vas trop vite, Mérène. Ça, c'est le voyage. Parce qu'après les 12 heures de... Tu veux parler? On prend le micro, Nicolas. Après 12 heures d'avion, on avait 8 heures de train. Et voilà, ça, c'est les 8 heures de train. En Arctique. Mais il paraît qu'avant c'était pire, c'était 12 heures de train, donc 14. Ouais. Et puis ça s'améliore parce que maintenant il y a un train qui met 4 heures. Donc, le campus, 25 000 étudiants. Ouais, c'est pas les Beaux-Arts de Limoges. C'est clair. La porte du campus, avec le boulevard de la mort. Là, juste là devant. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de passage piéton et il faut traverser. Il n'y a pas de feu, voilà. Mais en fait, très vite, on comprend qu'en Chine, c'est normal de rouler à contresens, c'est normal de klaxonner pour dire que je suis là, j'arrive, je suis devant, je suis derrière. Ça klaxonne tout le temps. Pour ceux qui sont déjà allés en Chine, ils le savent, mais c'est une vraie expérience. Donc ça c'est la porte un peu monumentale du GCA, un petit peu. Ça c'est une des deux cantines du GCA. C'est un des étages, parce qu'elle est sur 2 étages. Alors il faut bien nourrir 25 000 étudiants, donc c'est un peu... ça a une certaine taille, quoi. Le campus. Et le paysage, les montagnes du lointain. Vas-y, tu peux avancer. Donc ça, c'est l'autre côté. Une fois qu'on a réussi à traverser, on a ça. C'est assez déconcertant la première fois qu'on arrive en Chine, cette espèce d'organisation qui semble extrêmement chaotique et en fait très vite on s'aperçoit que c'est quand même super organisé et des choses, voilà, comme même quand on roule à contresens en fait, les gens vous regardent jamais mais ils vous voient, ils anticipent et là dans ces quartiers c'est un peu ça, quoi.
Alors, comme vous pouvez le voir, on a loué des scooters électriques avec des pointes à 45 km/h. Ça va super vite. Ça c'est pour Nicolas. Ça c'est le scooter de Nicolas. Bon, évidemment, vous avez vu l'atelier, et en fait, pour ceux qui ont lu l'intitulé du post-diplôme, qui est visible sur le site, bon, le but était d'aller faire évidemment de la porcelaine et d'essayer le plus possible de se frotter à cette matière. Certains parmi nous en avaient absolument jamais fait. Donc c'était une vraie découverte, et c'est pour ça que je disais qu'il y avait des moments durs, parce que c'est pas toujours ce qu'on voulait. Mais après j'ai donné un autre axe au post-diplôme, qui était un endroit où je souhaitais qu'on se réunisse, qu'on se rencontre et qu'on discute, disons un axe qui serait plus théorique et plus de recherche, qui est autour de la question du jardin, parce qu'en Chine il y a une histoire du jardin, comme un peu partout dans le monde, et du paysage chinois. Et donc du coup on a fait quelques petites sorties pour aller visiter quelques endroits un peu spécifiques et un peu remarquables. Donc là c'est une journée où on est allé voir des montagnes dont je n'arrive absolument jamais à me souvenir du nom. Langoshan. Là c'est en fin de balade, là on commence à être un peu tous fatigués, mais peut-être Grégorien tu peux avancer. Voilà. Donc c'est en fait une promenade à flanc de falaise, que sur cette espèce de parcours qu'on voit, et on fait en fait à peu près tout le tour comme ça de ce petit massif de montagne qui sort au milieu du paysage en fait. Il y a d'autres images, non, je sais plus si on a, ouais, voilà. Là, pour vous donner une idée de la taille, les escaliers sont là et les gens sont là. Donc un petit paysage impressionnant quand même. Et c'était ce qui était chouette aussi à UGCA, c'est que ces balades là on les a fait avec les autres artistes internationaux. Il y a des résidences d'artistes, de céramistes, et donc du coup très souvent on était allé se promener avec ces autres personnes. On n'était pas que nous six en fait. Donc c'était des moments assez chouettes. Après c'est fini pour moi. Voilà. Donc je vous reparlerai tout à l'heure. Donc je donne le micro à qui? Émile? Eh bien allez, à toi Émile. Bonjour, je m'appelle Émile Morel, j'ai un parcours céramiste avant de venir ici. J'ai monté un atelier à Saint-Denis de céramiste et j'ai choisi de faire le post-diplôme. Voilà, donc j'ai redécouvert la porcelaine, en tout cas la céramique en Chine, d'une autre manière. Donc j'ai commencé par faire des recherches autour de la couleur. Donc l'idée c'était de colorer la porcelaine, mais au maximum, d'essayer d'arriver au maximum de la couleur à travers les pigments et pas forcément les mailles. Donc j'ai commencé par des choses assez pâles et j'ai réussi à arriver avec des couleurs un peu plus vives. Voilà, donc c'est des petites formes au début sur des plaquettes. Donc voilà les pigments. Oui, je suis désolé d'interrompre Émile. En fait, il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que dans les jardins chinois, il y a un objet particulier qui sont les pierres. Et en fait, on a au début, avant de travailler sur les jardins et de réfléchir à la question du jardin chinois, on a beaucoup discuté de ces fameuses pierres qui sont soclées, mais pas toujours. Et du coup, ça a quand même un peu orienté un certain nombre de choses qui ont été produites. Voilà, excusez-moi. Alors du coup, je continue. Donc là, ce sont des pigments, du coup, que j'ai cherché là-bas. Donc j'ai expérimenté en fait, au maximum pour avoir la couleur et la qualité du pigment. Et pour voir sa tenue, la température, et voir à quel moment elle était qualitative en dehors de la couleur, et qu'est-ce que je pouvais en faire. Donc ça c'est une partie de recherche, donc là c'est des superpositions. Donc voilà, donc je suis partie de la porcelaine pour arriver au stade de saturation et du coup que à la couleur.
essayer de l'intégrer à la porcelaine. Donc c'est des petites formes comme ça, qui sont toutes petites, que j'ai cherché, j'en ai fait plein. Et voilà. Et ensuite, du coup, il y a eu un autre axe de recherche. En fait, j'ai fait mouler un casque en plastique. Ça me semblait intéressant. Je travaille pas mal autour du costume. Et du coup, je voulais essayer de faire un masque. Et du coup, j'ai fait mouler cette pièce pour voir ce que je pouvais en faire, si je pouvais la couler, la rajouter ensuite. Donc, j'ai rencontré une étudiante chinoise qui s'appelle Jing Jing, qui a son atelier en dehors de l'atelier de l'université. Et en fait, elle est venue à l'atelier, elle faisait partie des volontaires qui sont étudiants. Et comme on faisait pas mal de recherches et tout, je lui ai proposé de travailler avec moi, de faire un objet avec elle. Donc j'ai fabriqué les couleurs, et ensuite j'ai coulé le casque, j'ai fait les finitions, et je lui ai proposé de décorer la visière. Voilà, de voir ce qu'elle voulait faire avec. Donc, du coup, c'est les photos, Jing Jing. Voilà, donc c'était assez étonnant sa manière de peindre et de décorer. Donc elle, sa spécialité, c'est le décor bleu et blanc sur porcelaine. Donc voilà, donc je montre quelques photos. Donc là, c'est le casque. Donc j'ai eu quelques difficultés avec la porcelaine là-bas, donc j'ai pas eu beaucoup de tirages, mais j'ai réussi à en avoir un bien. Et donc Jing Jing, sans son casque. Ah, mais je me demande les autres, bon, c'est pas grave. Bon, du coup, c'est d'autres recherches de couleurs et de formes. Donc voilà le casque non cuit, du coup ça c'est avant cuisson. Voilà, fini, prêt. Et voilà, donc là l'idée c'était de savoir si je pouvais le porter après, s'il tenait après le retrait, et du coup... voilà, donc ça c'est des photos, c'est dans les ordres. Du coup là c'est pendant l'exposition, du coup le casque fini. Et alors du coup c'est dans les ordres. Du coup là-bas, alors avant de venir en Chine, j'avais vu qu'il y avait des tout petits tours et du coup j'ai cherché ce tout petit tour que j'ai trouvé. Donc l'idée c'était de savoir aussi ce que je pouvais faire. Donc j'ai commencé par tourner des toutes petites pièces et ce qui m'intéressait c'était les pierres soclées, c'était les socles. En fait, savoir comment je pouvais intégrer le socle. Et du coup j'ai tourné, donc j'ai utilisé le tour, on va dire à taille normale, avec le petit tour pour essayer de voir, de faire des pieds, des formes, savoir comment je pouvais faire l'assemblage. Donc là, c'est uniquement le tournage, donc c'est de la porcelaine. Donc voilà. Et donc après, quand on a visité les jardins, j'ai vu qu'il y avait des pierres soclées, mais aussi beaucoup de personnages en fait sur les socles en fait. Et du coup, j'ai trouvé une série de pièces qui étaient en dégourdi. Et du coup, je vais vous montrer les pièces. Donc voilà, j'ai trouvé un carton, enfin dans un magasin. Du coup, j'ai récupéré ces pièces sans tête. Voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais rajouter, je vais fabriquer des têtes et faire mes tests de couleurs et d'émail dessus. Et peut-être les intégrer au socle pour voir ce que je pouvais en faire. Donc voilà. Donc ça, c'est les premières recherches. Voilà, je passe certaines. Donc du coup, voilà, l'idée c'était d'intégrer la couleur et en même temps le modelage sur des pièces qui étaient déjà préformées et du coup les socles. Donc voilà, donc ça c'est lors de l'exposition. Donc voilà, quelques pièces. Voilà, j'ai aussi essayé des émaux, du coup là les températures sont assez différentes, donc là ça cuisait vraiment la température, c'était 1300 pour avoir des couleurs or. J'ai eu du mal à les obtenir, j'ai essayé, du coup là-bas il y a des fours publics du coup qui cuisent à cette température, du coup j'ai été voir, donc j'ai essayé de faire ces pièces, j'ai réussi à obtenir l'émail. Voilà, donc quelques photos. Donc là c'est du pigment sur la porcelaine. Donc voilà, qui est assez en forme de matière un peu, c'est assez poudreux, mais du coup c'est cuit. Donc voilà, juste quelques photos. Voilà. Donc j'ai fait beaucoup de recherches autour du bleu. Il y avait beaucoup de... J'ai vu beaucoup, il y avait plein de bleus différents, du coup je trouvais ça intéressant de voir jusqu'où je pouvais aller. Voilà, donc du coup, quelques photos sur des personnages soclés, du coup, ça c'est dans les jardins, en vitrine. Il y avait pas mal de... Ça c'est au musée à Suzhou, quand on a visité les jardins. Donc, voilà, le personnage est assez présent et du coup, ça m'a assez plu. Voilà, d'axer là-dessus. Voilà, un légume soclé. Et voilà, donc là j'ai montré quelques photos, et là c'est du coup... C'est un jardin, on va dire, c'est de la pierre, mais du coup c'était comme une montagne artificielle en fait dans la ville de Jinjiang.
Du coup, voilà, c'est la personne que j'ai rencontrée, l'étudiante du livre, qui m'a emmenée dans cet endroit, qui était assez beau, en fait. Voilà. Faut que je montre quelques pièces. Et voilà. C'est Grégoriane qui parle. Du coup, je m'appelle Grégoriane. Contrairement à Amy, je ne suis pas céramiste, je suis artiste plurimatériaux. Je me suis spécialisée après ma formation aux Beaux-Arts de Lyon en fonderie d'art. Et mon travail est lié souvent au savoir-faire et à des histoires de filiation. C'est pourquoi j'ai passé ces 2 ans en fonderie d'art et c'est pourquoi la porcelaine et les techniques liées à la porcelaine, à la céramique ou d'autres types de matériaux m'intéressent. Moi je suis arrivée en Chine et j'ai commencé à travailler complètement de manière empirique. C'est-à-dire que j'avais quelques notions, mais j'avais pas tous les outils nécessaires dans mon apprentissage pour savoir comment tout faire. Donc là, c'est notre arrivée au studio. Il y avait écrit ça sur nos étagères. C'est assez particulier parce qu'ils font des traductions un peu bizarres, donc c'est un peu abrupt. Quand vous arrivez là-bas, plus les caméras, tout ça, du coup, voilà. Je montre cette image, c'est pas du tout au début, mais c'est à peu près à mi-parcours. J'ai l'habitude de travailler de manière assez organisée, vu que j'ai pas mal de choses J'ai une manière de faire qui fait que j'ai besoin de beaucoup de temps et j'ai beaucoup de ratés. Donc je planifie toutes mes journées, je sais toujours ce que je vais faire le lendemain, mais en Chine c'est pas toujours possible. Donc ça c'est une journée assez particulière en fait, où par exemple Jing Jing que vous pouvez voir et Zhao sont venus dans l'atelier, nous inviter à manger, on a passé la journée avec eux et on n'a pas pu du tout travailler. Donc j'ai travaillé la nuit. Mais c'était assez sympa et la personne que vous voyez j'arrive pas à lire son nom, Kvasbo Torbjorn, qui est le directeur de l'Académie internationale de la céramique et qui est norvégien. Et donc il y a une antenne de cet institut en Chine et on a pu le rencontrer et échanger avec lui. Et c'était quelque chose d'assez récurrent et c'était ça qui était plutôt pas mal au GCI, c'est qu'on pouvait vraiment rencontrer tout type de gens d'un peu partout et échanger avec eux sur leurs expériences. Ça faisait partie du quotidien et moi ça m'a beaucoup appris à jongler vraiment sur ce type d'intervention parce que rien n'est vraiment pour eux. C'était surpris. Ça, c'est 2 sculptures que j'ai pu voir dans un temple à Shanghai, juste avant d'aller voir les jardins Suzhou. On n'a pas dit qu'on était allé voir les jardins de Suzhou, on y allait à peu près à mi-parcours. Je les montre parce que, de par en fait, le détail et le motif qu'il peut y avoir sur ces personnages, qui sont... je ne sais plus très bien, en gros il y a 4 personnages comme ça qui sont en dessous des 3 Bouddhas. Et donc les gens pouvaient aller prier aussi, ils ne sont pas dieux, mais ils sont sous Dieu. Mais je m'intéressais vraiment aux détails qu'il peut y avoir, j'étais assez fascinée et impressionnée par le détail de tout, dans tout. Dans tout il y a du détail, que ce soit dans l'architecture, la sculpture.
Et c'est moi ce qui m'intéressait en arrivant là-bas, parce que j'ai commencé par ce type de motifs qui sont liés du coup à une pratique que j'avais en fondée d'art. C'est une technique à la boulette pour faire les tirages d'épaisseur sur le même principe que l'estampage de la porcelaine qu'on roule. Et c'était un motif que j'avais pas de base quand je suis partie en Chine. Je me suis dit, prends ce motif, c'est un motif que tu vas retrouver comme sur les sculptures que j'ai montrées juste avant au temple. C'est un motif dragon, d'écaille, c'est des choses qui tiennent, ça peut paraître débile, mais c'est un truc important dans ma manière de faire, parce que je cherche aussi des choses qui nous lient tous en dépassant les histoires culturelles et d'âge et de génération. Et j'étais à peu près sûre de retrouver des choses similaires là-bas, que ce soit dans les jardins ou dans l'art en général. Donc j'ai moulé cette sorte de bouclier, de bombe, on ne sait pas trop ce que c'est pour le moment. Et il faut savoir que de manière assez récurrente, je fais des pièces moules, je fais des moules de moules qui deviennent des objets à part entière. Je ne sais pas si je suis hyper précise. Hein, Du coup, j'ai un peu galéré. Il faut savoir, je me suis plantée une première fois. Donc j'ai mis une semaine à faire un premier moulage qui n'a pas démoulé. Pourtant, j'en fais vraiment souvent des moules. Mais du coup, j'ai perdu une semaine de travail, mais j'ai recommencé. Et je l'ai fait plus gros, du coup. Donc j'ai fait plein de petites pièces, il y avait des histoires. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer à l'atelier, si j'allais avoir de l'aide, si on allait bien s'entendre ou pas. Mais souvent, quand je travaille, j'essaye de faire en sorte de pouvoir me débrouiller toute seule. Donc quand on fait un objet de 80 cm sur 80, même si c'est de la porcelaine, même si après je savais qu'il fallait que j'ai une épaisseur de plate suffisante pour que la porcelaine, je ne sais pas le nom technique, je suis désolée, oui, pour qu'il y ait le principe d'absorption de l'eau. Je me suis arrangée pour pouvoir, enfin je m'arrange en général toujours pour pouvoir porter et manipuler les objets que je prends le risque de faire. Donc ça c'est... donc vous avez la forme d'écaille juste en dessous, vous avez les petites parties, j'ai coulé 2 grosses chapes. Les baguettes chinoises ne sont pas des évents, du coup. C'est simplement pour pouvoir tenir l'ensemble de mes pièces, de mes petites parties, parce que je ne savais pas encore comment j'allais manipuler ce moule. Donc je voulais être sûre que toutes les parties puissent bien tenir. Donc en gros, dans la grosse chape que vous voyez en dessous, je pouvais glisser toutes mes baguettes. Et je pouvais démouler en fait, parce que j'ai aucune prise. Donc je me suis arrangée, j'ai utilisé les baguettes pour démouler ma pièce. Donc un autre truc que j'ai pas dit, c'est souvent l'objet est en train de se faire pendant que je suis en train de mouler. Donc c'est pourquoi j'ai recréé un autre motif par-dessus, que j'ai remoulé. Et j'ai démoulé avec des baguettes chinoises parce que j'ai pas trouvé l'outil que je voulais. Donc ça c'est la chape du dessus. Et vous avez donc pas un moule mais deux demi-moules. Le modèle au fond. Donc là, je saute quelques étapes, mais sinon, je vais prendre 1000 ans. Là, je suis avec Martha, une Espagnole, une des résidentes, voilà, une personne de plus qu'on voit qui nous a accompagnés régulièrement. On a beaucoup échangé tous ensemble. Donc on se donnait des petites visites à l'atelier. Et là, je suis en train de... Donc on voit un des premiers tirages et un des seconds que j'ai essayé d'estamper, du coup.
Je ne connaissais pas du tout, j'ai rien lu sur la technique avant, j'y suis allée, vraiment, j'ai foncé dans le tas. Là, c'est l'état de l'atelier quand je l'ai laissé pour aller à Suzhou. Pour laisser sécher les pièces. Mais j'ai eu un petit souci. Voilà, on avait de la place, c'était royal, mais je me suis pas mal encombrée. Donc il a fallu que j'organise tout le temps des roulements, de bouger les pièces, ce qui a posé problème justement après, parce qu'en bougeant les pièces, alors qu'elles sont en train de sécher et qu'elles sont assez grosses, vous risquez de les abîmer. Donc ça c'était l'enfournement d'une des premières parties pour un petit biscuit. Et il ne s'est pas passé ce qui devait se passer. On l'a mis, alors il faut savoir qu'on savait, je savais, on l'a mis un peu humide, mais pas trop, un peu, peut-être un peu trop finalement. Mais en fait, on avait quand même Go qui était avec nous, qui est une personne qui nous a beaucoup aidé et accompagné, que ce soit techniquement ou logistiquement, dans tous les travaux qu'on a entrepris. Et on s'est dit, ok, ça va le faire. On a juste à faire sécher la pièce dans le four un certain nombre de temps, mais ça n'a pas suffi. Mais il faut savoir que du coup, c'est devenu une autre pièce, qui est celle-ci. C'est assez redondant dans ma manière de procéder. J'ai jamais peur de rater quelque chose. J'en rate beaucoup, mais parfois il y a ces jolies surprises qui, moi, me rappelaient. L'objet s'est sublimé dans le four, donc c'est juste un moment et est resté assez tel quel. Donc ensuite j'ai essayé de recomposer, j'ai fait un peu d'archéologie pendant quelques temps pour voir comment montrer cette pièce et la recomposer. Mais c'est quelque chose qui rejoint là, pour le coup, du coup, des choses qui se passent en fonderie, et c'est pourquoi j'ai gardé cette pièce-là. On parle de sublimation de certaines matières, comme le polystyrène perdu, et ça m'a remémoré ça, et je l'ai appelée la mêlée, elle s'appelle. La mêlée, qui peut être à la fois quelque chose de lié et en même temps de grave. Je ne parle pas souvent de ce que représentent mes pièces ou ce qu'elles sont. L'idée, c'est souvent de pouvoir laisser et jouer, vous laisser en fait imaginer ce que c'est, à quoi ça ressemble. C'est assez important pour moi et c'est comme ça aussi que je vois si quelque chose fonctionne ou pas. Ça véhicule mes choix. Donc là, on a une vue de l'exposition, on est en montage. On est en train de jouer sur les lumières parce que les espaces d'exposition en Chine, en fait, il y a tous les scotch sur les murs. On voit peut-être pas là, mais ça nous a pas mal frappé, donc on a joué pas mal sur la lumière pour essayer d'atténuer. On n'avait pas le droit de faire de trous, mais il laissait le scotch. Donc on a fait comme on a pu. C'était beau. Pendant ce temps-là, je m'amusais à faire des boulettes, du moulage. Je travaillais sur d'autres choses. Comme je disais, je ne connaissais pas la porcelaine, je ne savais pas quel type, j'en avais jamais eu dans les mains, je connaissais la terre, mais pas la porcelaine. Donc j'ai utilisé principalement une porcelaine qu'on appelait la Roff. C'est pas une porcelaine de mauvaise qualité, mais c'est une porcelaine qui n'a pas la même composition et qui est beaucoup plus malléable en fait. Et pour une novice comme moi, c'était assez pratique parce que je pouvais voir quelles étaient les limites de ce matériau et quand même pouvoir arriver à faire des choses avec. Et elle devient grise ou rose à la cuisson en fonction de la cuisson. Donc je faisais des crêpes. J'en ai fait une vingtaine et j'ai une manière de faire où je recyclais tout le temps ce que je faisais. Donc ici, j'ai essayé de faire une sorte de pot, tout simplement, dans l'idée de réaliser une cartographie abstraite.
J'ai fait des crêpes pendant longtemps, au quotidien, en fait, je faisais tout en même temps. Et j'ai essayé de faire casser certains endroits. Là, on le voit pas, j'ai pas tout mis, mais j'ai essayé qu'il y ait des fissures qui apparaissent à des endroits précis. Ça, vous allez comprendre après. Je me suis mouillé les mains, du coup. Et la pièce que j'ai présentée est celle-ci. Donc il y avait la fissure, mais c'est pas comme le métal. J'ai fait un petit poc quand j'ai émaillé, donc elle s'est encore plus explosée, mais c'était plutôt pas mal parce que de ce geste que je faisais au quotidien, j'ai récupéré tout simplement le geste au sens propre de ce que je faisais. J'étalais cette terre et je la bougeais de place. Vu que je parlais qu'il n'y avait pas assez d'espace, je la bougeais en fait dans l'espace. Elle séchait toujours à un endroit différent. Et je la portais des deux mains. Comme ça devient à la fois un objet et aussi, je pensais beaucoup à une sorte d'édition. C'est pas pour remontrer les moules un peu à écailles, mais c'est pour que vous voyez la chape qui est en dessous, qui est du coup le vestige d'un des premiers moules que j'avais fait, le contre-moule de mes chapettes. Et du coup, j'en ai fait des tirages. C'est du coup souvent le serpent qui se mord la queue d'un moulage deviennent des formes. Donc ça, c'était toujours l'exposition moment. Et ce qui était étonnant, je trouvais que c'était celle qui était peut-être la plus abstraite, parce que je me demandais comment, du coup, des itérations pour cet objet-là, et j'étais fort surprise qu'ils y voient un bouclier. C'est peut-être dû à l'émail, mais ça m'a confortée dans ce que je recherchais, c'est-à-dire trouver juste des ponts vu le fossé culturel qu'il peut y avoir parfois, et finalement on a tous cette base un peu archaïque qui fait qu'on n'a pas besoin de mots pour décrire certaines choses. Ça c'est, du coup je m'arrêterai là pour le travail. Il y a d'autres choses que j'ai faites, mais qui sont en cours, notamment autour du coup des jardins, mais ça ce sera pour la suite. Je passe à un autre lieu du coup, parce qu'on essaye de montrer chacun des lieux qu'on a traversés, parce que même si on n'a pas tous des pièces présentes autour des questions des pierres clés pour le moment, ou du paysage au sens propre des jardins, et qu'on a eu ces différentes balades, et aussi des temps ensemble pour parler de tout ça ensemble, comme on fait encore aujourd'hui. Donc là c'est Jinken, c'est un village qui n'est pas du tout loin de Jinzen. C'était assez hallucinant parce que Jinzen c'est assez énorme, c'est une petite ville peut-être pour là-bas, c'est assez énorme, c'est très citadin finalement. Donc il y a une des images que vous avez vues au début, vous avez des effets de partout, des immeubles de partout, et très vite vous vous retrouvez à la campagne. En fait, si vous sortez du cercle, vous êtes à la campagne. Donc Jinken, ce village, on y est allé pour le moulin, qui est un ancien moulin, un moulin pour concasser le kaolin, qui était un assez bel objet, et du coup c'était, comme vous le voyez avant, c'est un lieu où le lotus est cultivé, ce sont des terres agricoles, donc il y a des rizières de lotus, et il y avait quoi d'autre, ils font du thé aussi pas mal là-bas. Et Imni,
là-bas de personnes qui étaient assez intéressantes, qui avaient à peu près notre âge et qui travaillaient, qui reproduisaient des costumes traditionnels et des repas traditionnels d'époque. Et faisaient du thé aussi. Je ne suis pas habituée à ce genre de format, mais si jamais vous avez des questions, tout ça, vous voulez voir des trucs, vous me demandez, il n'y a pas de souci. Bonjour. Alors, je ne suis pas céramiste non plus, à la base. Tout est lié à l'expérimentation, à l'expérience. Mon travail, il y a des personnes dont mon travail sont d'habitude contextuelles et conceptuelles. Donc ça se nourrit des expériences, des choses que je visite, que je vois. Assez vite, on a visité une ancienne manufacture qui était abandonnée depuis une dizaine d'années et qui dépérissait toute seule auprès des visites de gens. Donc voilà quelques images. Il y avait encore beaucoup d'anciens moules en fait, qui étaient laissés là-bas, des moules de base, des moules de petites figurines de chevaux qu'on peut retrouver aussi ici, de différentes choses, de petites figurines de Bouddha dont j'ai retrouvé certains restes et dont je suis du coup nourri au départ. Donc, ici on voit sur la bassine une des figurines de Bouddha auquel il manquait la tête et je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire finalement avec ce matériau-là et le recouvrement s'est retrouvé assez vite comme une évidence. Donc j'ai recouvert de plusieurs couches de porcelaine ce Bouddha et voir comment la Terre agissait, ce qui m'intéressait aussi dans ses réactions. Donc on voit à droite le Bouddha recouvert et à gauche une patte d'un lion, j'imagine, avec sous lequel j'ai mis une petite montagne de terre. Donc voilà, donc après cuisson, à très haute température, les couleurs changeaient, c'était assez beau de la patte du lion. Et comme le Bouddha avait été émaillé, la terre dessus craquelée tenait et a donné quelque chose d'assez beau et étonnant. On voit d'autres expérimentations un peu sur la droite aussi. Ici, une autre figurine en fait, avec laquelle j'ai joué. Donc voilà, je récupérais des choses, notamment des morceaux de polystyrène qui traînaient un peu partout, qui m'ont servi de moule, parce que les questions des formes, en fait, quelles formes choisir, comment les définir, qu'est-ce qu'on en fait, c'est quelque chose qui est assez problématique pour moi. Donc c'est assez facile quand je récupère des éléments déjà existants, encore plus si c'est des éléments industriels en fait, de réagir manuellement dessus est quelque chose d'assez évident. Quand on récupère un morceau de polystyrène, la question du moule et de quel aspect on va donner à ça, donc c'est le petit élément ici où celui d'après en fait donne des textures, des qualités propres en fait au matériau, donc juste en creusant et après en coulant, ça mène à des résultats assez intéressants pour la recherche. Ces moules en polystyrène, du coup, ils ont la particularité d'être souples. Donc, quand la terre coulait dedans, sèche, elle se rétracte. Comme le moule est souple, il bouge avec. Donc, il n'y a jamais des formes parfaites, on va dire. Et les questions de craquelure arrivent assez vite. Donc voilà, donc après il y a tout un jeu avec ça, de comment gérer ces coulages successifs en petites couches, les craquelures qui s'en dégagent et la vitesse de séchage en fait, et essayer de gérer
quelque chose de cet ordre-là. Donc ça donne lieu à deux, principalement deux sculptures. Donc celle-ci, je vais sortir du zoom, et donc voilà, en plus près, et celle-là, en fait, où à la fois la texture, en fait, du polystyrène qui était déjà moulé, hein, c'était du polystyrène qui servait par exemple à protéger ou à emballer les machines à laver avant d'être livrées. Et les craquelures qui s'en suivent sont des choses qui sont à moitié de mon fait et à moitié du fait du hasard qui fait assez bien les choses des fois. Donc voilà. Sur les questions des formes, des moules et compagnie, quand il y a eu une succession de moules qui se sont faits, donc on a fait, restent les surplus en plâtre, parce qu'on fait plus de quantité de plâtre qu'il y a besoin. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc on les mettait dans des sacs en plastique, sauf que ces sacs en plastique recréaient des formes qui m'ont intéressé à faire des tirages et à baser tout un travail autour de ces formes-là, donc répéter deux formes issues des moules en sac en plastique. Donc ces deux formes, donc il y a 4 tas qui sont issus de deux moules en plâtre. Donc toute la question après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc le jeu sur les motifs, les répétitions, et donc avec ces répétitions, des dégradations en fait de ce même motif sont des choses qui m'ont toujours intéressé à travailler. Et donc là, je m'en sers pour établir une sorte de relation entre ces formes, entre une forme globale en fait, et la liaison entre ces formes qui vient après. Comment on fait pour lier tout ça aussi à un moment et créer une sorte d'unité? C'était une des solutions que j'ai proposées, donc à l'ordre d'essai, à l'ordre de pièces. Donc voilà quelques étapes lors de la pose de l'émail. Et ce que ça donne une fois cuit, alors bien sûr avec toujours des réactions de la terre, parce que elle n'est pas coulée d'une manière unie, parce que le moule étant ce qu'il était, il est plus ou moins, enfin le plâtre a décidé de faire ce qu'il voulait. Donc, à certains endroits, ça remonte, d'autres, c'est pas plat en fait, c'est pas parfait, ça rend la chose plutôt intéressante justement sur la question de dégradation des formes, autant qu'elle se multiplie. Après avoir pris la partie supérieure et plate, je me suis intéressé à l'autre partie en fait, qui était en dessous, qui était avec tous les plis du plastique en fait, du sac en plastique. Mais à ce moment-là, comme je prenais une sorte de pas de retrait sur cette répétition, je me dis que j'avais déjà fait avant, que je ne voulais pas répéter tout de suite comme ça. Je me posais la question de comment intervenir dessus après. Juste avant, Lauriane et Amy vous ont parlé de l'autre programme de résidence qu'il y avait là-bas. En rencontrant des gens, on rencontre leur travail aussi, et on se rend compte que assez souvent il y a des points de connexion entre différents artistes qui s'opèrent. Et là, avec une artiste qui s'appelle Lizen Nelson, qui est une artiste américaine, je lui ai proposé d'intervenir sur ces formes, en regard de son travail. Donc on a les 4 conclusions à cette collaboration. Et il y a plus de photos après. Il n'y a pas toutes les images. Que la moitié des images. Et j'ai que la moitié des images que je voulais vous présenter. C'est bizarre. Merci beaucoup, je vais m'arrêter là du coup. Désolé. Donc voilà, les autres éléments, et finalement je ne vais pas m'arrêter là. Donc, un second, un troisième et un quatrième. J'en ai la question du moule en fait et des formes. Et donc
ces sacs plastiques et les formes qui pouvaient en découler, qui étaient peu ou prou aléatoires en fonction de la souplesse et de la forme des sacs, bien sûr, m'a conduit à directement verser la porcelaine dans le sac et voir ce que ça donnait. Donc on a une première essai, en fait, ici. Et un second qui est un peu plus grand et qui amène toujours à des questions de forme, en fait, de choix, quel choix on opère quand on fait des formes, que ce soit dans le processus ou à la fin. Et comment on les présente après aussi, qui est une grosse question. Donc là, la solution a été, de nouveau parce que j'ai eu la chance de rencontrer une plaque en verre noir dans la rue, m'a donné la solution sur la conclusion de cette pièce. Un autre aspect du travail que j'ai développé là-bas était la construction de plaques. En fait, j'étais parti pour essayer de faire des formes suffisamment fines pour qu'elles soient vraiment fines et vraiment translucides. Donc je me suis retrouvé confronté à beaucoup de problèmes techniques, mais en parallèle, j'ai beaucoup regardé ces questions de plaques, en fait, comment les construire, comment les faire, parce qu'il y avait de possible et d'intéressant pour moi dedans. Et de nouveau, comme les fours étaient moins, il y avait beaucoup de complications, on veut dire, entre le moment où on construisait les choses, le moment où elles séchaient, et le moment où on devait les déposer dans les fours, énormément de manipulation. Du coup, sur les choses très fines, donnait beaucoup de casse. Donc, comment de ces accidents, beaucoup d'accidents, donc comment de ces accidents en faire une plus-value et pouvoir les réintégrer en fait, dans toutes ces questions et ces problématiques en fait, qui s'offraient à moi. Mais j'ai répondu de ma propre manière. En fait. Là, par exemple, c'est scindé en deux. Donc je ne savais pas trop quoi faire. En regardant, je me suis rappelé à une sorte de colis, une sorte de fond d'écran Windows un peu nul. Et donc plutôt que de faire un fond vert et un haut blanc, j'ai reproduit un dessin assez enfantin dessus, donc en gravant une maison avec un arbre. Donc voilà, j'ai aussi construit les plaques avec différentes temporalités, en fait, en faisant tomber des gouttes, en les laissant un peu sécher après en construisant la plaque. Donc toutes les parties rouges qui sont peintes là, c'est on va dire des erreurs, parce que la plaque n'était pas parfaite, et Amaury, du coup, m'a expliqué où peindre, et comment peindre, et quel motif. Voilà. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Un aspect assez récurrent dans mon travail, c'est une sorte de hasard de circonstances qui m'amène à retrouver des choses moyennes, ou des moyennes de choses. Donc là, en l'occurrence, je parlerai après sur le travail si vous voulez, mais là, sur d'autres trucs avant, mais là, en l'occurrence, c'était tous les restes d'émail qu'il y avait dans les cabines de peinture que j'ai récupérés, que j'ai mélangés, et qui m'a donné cette espèce de portrait, cette sorte de paysage, en fait, de couleurs utilisées à Gymnasium dans l'école. Sur ces questions de travail, de savoir-faire et de forme, il y a quelque chose d'assez fort en fait qui est travaillé sur la question du trait, juste d'un geste en fait. Donc un geste qui soit comme ici, un geste au pinceau, ou un geste qui soit plus dématérialisé comme un geste radical pour opérer ou construire une sculpture. Je me suis nourri de ça pour faire ce triptyque. Donc voilà, qui est du coup décalé, de servir du coup des plaques, quelles sont des plaques sur lesquelles on peut appliquer des émaux, et passer à la question de l'émaillage et de comment et quoi présenter en fait, comment ça se mélange à la fois la matière
au travers des couches successives, et aussi la succession des panneaux qui redonnent un triptyque en fait, qui n'est qu'un. Et qui donne aussi, du coup, voilà, exactement une autre application de ces questions un peu plus picturales en fait, en utilisant les éléments. Je vais essayer d'aller plus vite. Donc voilà, on s'est baladé dans la ville et il y avait ce signe qui arrivait très vite et très souvent. Et donc cet idéogramme, c'est dans le Shai, j'espère que je le prononce bien. Et ça veut dire d'un complexe, d'un ensemble, d'une chose qui est vouée à être démolie, détruite. Donc c'était sur tout un ensemble de magasins et d'immeubles, par exemple ici, quand on est arrivé, et là quand on est parti. Parce qu'il faut savoir que ils ont une culture de la démolition et de la reconstruction différente d'ici, qui s'opère beaucoup plus vite, en fait, comme on a vu sur la manufacture qui va être rasée, ou sur on a vu quelques images du petit quartier en face de l'école qui va être rasé aussi dans la prochaine année, en théorie. Et donc tout ça m'a travaillé, le fait de travailler, d'avoir de gros problèmes à construire des plaques m'a amené à l'envie de construire une plaque qui devrait être vouée à être détruite, et où la raison d'existence de cette plaque serait d'être détruite. Donc Jingjing, dont Amy a parlé avant, était spécialisé dans le dessin et la construction de sceaux. Et donc j'ai demandé de faire un sceau de cet idéogramme que j'ai appliqué sur la plaque, en fait, une des seules plaques qui était relativement parfaite. Et une dernière image, du coup, pour revenir à cette idée à la fois de l'usage des émaux, des couches, des mots les uns sur les autres, des mailles les unes sur les autres, de motifs et de dégradation, c'est le même émail en fait, avec la même dilution. Quand t'es 5 ans. Donc toutes mes photos sont assez mauvaises, je suis désolé. Mais donc on voit mal, il y a beaucoup de reflets qui ne devraient pas être. Mais ça fait partie des dernières recherches, on va dire. Et c'était ma vraie dernière image. Merci. J'ai aussi profité de l'atelier pour produire des choses et j'avais absolument jamais fait ni de céramique et encore moins de porcelaine. Donc pour moi c'était une découverte de technique et de la matière. Donc je vous parlais tout à l'heure des pierres, des fameuses pierres soclées. Ça c'est une parmi les nombreuses qu'on a pu voir. Elles ont des noms différents suivant dans quel pays. Enfin, c'est une tradition qui est née en Chine mais qu'on retrouve au Japon, en Corée, et puis maintenant un peu à travers le monde. Les Japonais appellent ça les suzeki, les Chinois appellent ça pierre des lettrés. Et en fait, je me suis toujours posé, ce qui m'intéresse en fait dans la pierre soclée, c'est ce rapport entre l'objet soi-disant trouvé, fabriqué par la nature, donc naturel, et toute l'idée qui le contient, un espace, un univers, et le fait de le socler vraiment me questionne. C'est-à-dire on pourrait avoir la pierre, garder la pierre, et tout d'un coup le socle, surtout dans les pierres chinoises, peut prendre des proportions complètement démesurées par moment. Et donc du coup, pour moi, ça pose des questions de sculpture et de l'origine de la sculpture, en fait.
et de comment tout ça peut fonctionner ensemble. Et donc ça c'était un truc que j'avais en esprit. Il faut dire que moi j'étais déjà allé en Chine il y a 2 ans, dans une autre région, et j'avais déjà visité les jardins de Suzhou, et ça me travaillait. Quand Limoges m'a invité, il m'a dit « ça t'intéresse de faire le post-diplôme ?» Je me suis dit « oui, ça m'intéresse pour frotter à cette technique et matière, mais ça m'intéresse aussi de remettre en avant cette problématique-là. » Après, dans le concret, une fois que je suis arrivé à l'atelier, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire, parce que je n'avais absolument aucune idée de par quel côté, quel bout, comment s'y prendre. Et donc, j'avais quand même une petite idée, au cas où, qui était de commander un moule d'un globe et de faire des globes, parce que je travaille ailleurs beaucoup sur la question de la cartographie et de la représentation cartographique, et j'avais envie de faire des globes. Et en fait, donc j'ai fait un moule, je me suis fait faire un moule de globe avec lequel je me suis battu. Il a gagné, il m'a pété une côte. C'est pas drôle, mamie. Voilà, alors un truc, bon là on le voit pas dans les images, mais en fait ils m'ont fait un moule et le globe en fait il n'est pas sphérique, il a une forme d'œuf. Et simplement ils m'ont expliqué, voilà c'est ma naïveté vis-à-vis de la technique et de la matière propre à la porcelaine et à la céramique, il m'a simplement expliqué qu'à à haute température, en fait le globe va légèrement s'affaisser et donc il va devenir sphérique. C'est pas vrai. Ça marche pas. Un peu, mais ça marche pas. Mais bon, par exemple, avant d'arriver à tirer une sphère correcte, j'en ai gâché quelques-unes quand même. Et là, derrière sur cette image, vous voyez au fond, voilà, comme j'avais ce truc des pierres, j'ai ramassé des pierres, des cailloux, et j'en ai fait des moules, et j'ai commencé à tirer des cailloux. Donc ça c'est c'était une partie du travail, donc une partie des globes et mes pierres, et puis mes premiers essais que vous voyez à gauche. Et à un moment donné, c'est posé, puis je voyais bien que les choses n'allaient pas du tout, les globes, ils n'étaient pas sphériques, ils n'étaient pas parfaitement, je m'imaginais un truc parfait en termes de surface, malgré le fait que j'avais tout bien poncé, poli, machin. Et donc à un moment donné, il a fallu que j'oublie simplement ce que je voulais faire au début, et me dire, voilà, je fais des pièces, là je suis en train de faire des pièces en porcelaine, qu'est-ce qui se passe quoi. Et donc au moment où on a envisagé l'exposition, je me suis dit, il va falloir faire quelque chose avec ça. Et donc du coup, j'ai tout mis à plat, et je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Et, ah non, j'ai oublié la troisième pierre. Là, voilà. Je me suis dit, est-ce qu'on peut arriver à faire un socle pierre en fait? Donc elle est toute petite, elle n'est pas très grande en fait. Donc c'est une prise d'empreinte d'une pierre que j'ai soclée. Une sorte de réponse à la question que je pouvais poser au début. En fait. Certainement une expérience que je vais prolonger. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que ça, c'est les sphères émaillées. Donc du coup j'ai fait des essais de couleurs, des bleus. Donc là c'est des bleus cuits. Donc il y en a 3 mat et 2 légèrement satinés derrière. Et finalement je les trouve très bien comme ça. Au départ j'imaginais plein de choses dessus et je crois qu'ils vont rester. Ils sont restés comme ça en fait. L'artiste au travail. Et il y a d'autres choses qui m'ont un peu titillé
skier en Chine. Là, vous en voyez une. L'autre, j'ai pas de photo pour vous montrer, mais il y a énormément de bâtiments, d'habitations, etc., où les fenêtres des maisons sont avec des verres colorés. Et pas légèrement colorés. Hein. C'est bleu, c'est vraiment du bleu dense. Il y en a des verts, il y en a des gris, etc. Et ça, c'est pas des vitraux, voilà, ça fait... Donc ça, c'est un truc que j'avais noté. Et donc du coup, et l'autre truc, mais j'ai pas de photo, c'est qu'il y a aussi énormément d'objets en inox, en tube d'inox. Mais absolument partout, devant les fenêtres, devant... apparemment, ils sont fans de ça. Et donc je me suis dit, je vais penser des espaces sculpturaux qui seraient entre... un espace, une sorte de micro-jardin ou une sculpture, puisque comme je travaille sur la cartographie, je travaille sur la question de l'échelle et des changements d'échelle, et donc du coup d'essayer de créer un espace dans lequel on puisse se projeter et qui joue comme ça entre différents éléments que j'avais gardés et notés de la Chine. Donc en voilà un. Alors ça, on voit pas très bien avec le fond noir, du coup les verres, mais c'est des verres bleus. Sauf un, qui est là, qui est un verre vert. Donc 5 sphères en porcelaine, et puis une forme que j'ai dessinée, que j'ai fait faire en inox, qui est là devant. Et donc du coup j'ai fait 3 sculptures. En voilà une autre. Donc cette fois-ci avec des verres verts. Voilà. Et donc du coup il y a une pierre soclée au milieu. Et voilà le troisième. Voilà. Et qui serait pour moi un peu voilà, c'est des pièces qui sont vraiment nées de mon expérience et des jardins, et de la céramique, et de la Chine. Et ces choses-là n'auraient jamais pu advenir sans ce séjour en Chine. Et voilà, c'est fini. Et après, peut-être... Attends, je vais regarder l'œuvre. Je te laisse faire, parce que je sais pas comment... J'ai pas mes lunettes, donc je te dis. Ouais, on peut vous montrer quelques images avant. Puis je vais vous laisser... Vous voyez le four. C'est pas grave. Là, c'est juste un moment d'enfournement. Et on voit l'eau, en fait, et le chifou du four en forme. Moment stressant pour Amy et ces petites pièces qu'elle collait à l'émail au dernier moment. Et juste rapidement, quelques images des jardins qu'on a vus. Parce qu'on n'a plus de temps. Beaucoup de mise en abîme dans tous les jardins qu'on a vus. Ce sont des pièces dans des pièces, des portes dans des portes, des fenêtres dans des fenêtres, des cailloux dans des cailloux. C'était très très beau, un très très beau moment. Et tout comme on a eu, je sais pas, on n'a pas mis de photos de bonsaï, mais il y a des pierres bonsaï également, et l'expo des vues plus larges. On n'avait pas trop le choix des socles. On devait les utiliser.
Et voilà. Vous pouvez poser des questions si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, il paraît qu'il y a de la galette. Je sais pas, je crois que c'est tout. Pour le moule des nains, c'était un moule en plâtre brisé. Pour le moule de quoi? Les deux nains qui étaient tendus. Alors, c'est en plâtre, ouais, un moule perdu en fait. J'ai pas mis toutes les images, mais en gros, je moulais la main en deux parties. Je démoulais, je coulais un plâtre. Et il n'y a qu'une partie en moule perdu en fait, pour faire ressortir l'image. Mais dans l'idéal, il faudrait, je vais passer une petite annonce, dans l'idéal, j'aimerais les faire en porcelaine. Mais j'ai des trop petites mains, donc si quelqu'un a des grandes mains, ça m'intéresse. Vous êtes resté combien de temps exactement? On ne l'a pas dit, on est resté 3 mois. C'est beaucoup et en même temps pas assez. Et on vous avait prévenu. En fait, on nous avait prévenu, tout le monde nous a dit, vous allez voir, ça vous paraît long, mais ça va être super court. Et effectivement, ça a été court. Et à la fin, la préparation de l'expo, la mise en caisse pour le retour, tout ça, ça a été... moi, j'étais plus là, mais eux, ils n'ont pas dormi pendant plusieurs jours. Quoi. Donc, c'était trop court. Quoi. 4 mois pour l'année prochaine. Oui, je sais. Bonsoir, j'ai une petite question par rapport à la porcelaine. Je ne sais plus qui a dit que la porcelaine était très compliquée à travailler en Chine. Alors, je ne sais plus si c'est Amy. Oui. En quoi c'est plus compliqué de travailler, enfin, en quoi vous avez trouvé, enfin, c'était plus compliqué de travailler la porcelaine en Chine, enfin, quelle différence il y a exactement entre la porcelaine en Chine et la porcelaine chez nous? Peut-être qu'elle est plus raffinée chez nous, mais au niveau du travail, c'était plus compliqué, mais en quoi au niveau de la... Oui. Alors, il y avait plein de paramètres, il y avait la température, l'atmosphère et aussi le plâtre. Moi, j'ai eu des soucis avec mon plâtre, mon moule. Ça fissurait beaucoup. Voilà. Après, j'ai cherché, c'était en fonction que j'avais une forme sphérique. Enfin, du coup, c'était, voilà, j'ai fait plein de tirages. Mais on a tous eu beaucoup de problèmes de fissures. Vraiment, c'est assez dommage. Et c'est dû à quoi exactement, enfin, par rapport à chez nous, c'est pas... Oui. En fait, sur la constitution de la porcelaine même, en fait, il y a beaucoup moins d'additifs, il y a beaucoup moins de produits chimiques là-bas. Ah, Du coup, c'est beaucoup plus... par exemple, quand on disait quand on coulait les choses sur les formes qu'on faisait, ou les plaques, quand on regarde les plaques qui étaient coulées, elles étaient 3 fois plus épaisses d'une manière générale. D'une manière générale, bien sûr. Après, il y a toujours des choses... D'accord. Ben, merci, puis encore bravo pour tout votre travail, c'est super. Donc, s'il n'y a plus de questions, c'est galette. Hein.